Manifestations, heurts, arrestations, censure. Les événements s'enchaînent en Égypte. Des milliers de personnes ont défié les autorités ce mercredi en manifestant malgré l'interdiction. Elles veulent la chute du régime d'Hosni Moubarak. Louis-Ferdinand Céline écarté des célébrations nationales en 2011. Une décision du ministre de la Culture après l'indignation de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Car l'immense écrivain mort il y a 50 ans était aussi un antisémite notoire. Une grande réaction de soulagement et en même temps je remercie Frédéric Mitterrand d'avoir pris cette décision qui était courageuse. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver une fois plus pour cet entretien de février 2011 avec une actualité internationale assez chargée. On a assisté à un soulèvement populaire en Tunisie et ensuite en Égypte. On a constaté qu'il y avait un traitement médiatique assez différent entre ces deux pays. On a remarqué notamment que le traitement médiatique de l'Égypte était plus tolérant vis-à-vis du pouvoir de Moubarak. Est-ce que vous pensez que cette retenue, est-ce que vous pensez qu'il y a une retenue et une nuance de la part des médias français ? Déjà, il faut comprendre pourquoi. L'éviction de Ben Ali ne posait pas de problème en termes de politique mondiale. Comme je l'ai fait remarquer d'ailleurs chez Tadei, la clé du départ très très rapide de Ben Ali, c'était le lâchage par l'armée. Donc on a su depuis, j'avais eu raison sur cette question-là d'ailleurs, que en fait très tôt l'armée qui est formée et encadrée par les Américains a lâché Ben Ali, et en fait que Ben Ali soit remplacé ne pose pas de problème. En fait il y avait à la tête du pays, à cause d'ailleurs du vieillissement de Ben Ali, une mafia familiale incarnée par la famille de sa femme, et finalement l'oligarchie mondiale avait plutôt intérêt à le dégager pour à la limite traiter en direct et ne plus passer par cet intermédiaire pénible et compliqué, sachant en plus qu'en Tunisie il n'y a pas de mouvement islamiste fort, donc il n'y a pas vraiment de risque. Alors en ce moment ça continue d'ailleurs les émeutes en Tunisie, parce que les Tunisiens aimeraient bien réellement, la classe moyenne et le peuple, prendre le contrôle de la situation, et pour l'instant les puissances occidentales, comme toujours, manipulent, trichent pour essayer de placer finalement à la place de Ben Ali des gens qui représentent à peu près la même soumission aux puissances occidentales, et donc c'est encore pas réglé. Maintenant, pour passer à l'Égypte, pour l'Égypte c'est beaucoup plus grave, parce que l'Égypte, comme on le sait, c'est un pays qui est frontalier d'Israël. L'Égypte fait le blocus de Gaza, et la chute du régime de Moubarak est beaucoup plus angoissante et dangereuse pour les puissances occidentales, qui font semblant d'être pour la démocratie et le départ de Moubarak, mais qui en fait aimeraient bien, s'il est obligé de partir, le remplacer par quelque chose d'exactement identique. C'est ce qu'ils font en ce moment, en faisant croire que l'armée est arbitre, enfin ils ont cette espèce de traitement comme ça, alors qu'en réalité on a un peuple et une classe moyenne qui se révoltent contre une dictature qui fait totalement allégeance aux puissances étrangères et anti-arabes, on va le dire, et anti-musulmanes, qui sont les États-Unis et Israël, et on a une puissance mondialiste qui essaye de tergiverser pour ne pas perdre le contrôle, tout en donnant le change sur le plan médiatique. Et là, effectivement, ils sont beaucoup plus inquiets pour l'Égypte, parce que les frères musulmans sont puissants là-bas, parce que si jamais l'Égypte bascule, pour Israël, c'est un problème très important, ce qui était beaucoup moins le cas pour la Tunisie. Et donc, ils essayent, on voit bien les médias, tout en accompagnant le peuple et en faisant semblant d'être pour la démocratie, ils jouent quand même le jeu ce jeu subtil qui consiste en fait à faire croire qu'il y aurait une transition, une alternance, alors que pendant ce temps-là, l'oligarchie mondialiste, la puissance américano-sioniste, essaye tout simplement de mettre finalement du Moubarak sans Moubarak, quoi. Voilà. Donc c'est pas le même traitement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans tous ces pays du Maghreb qui vivent sous des régimes
dictatoriaux, où la richesse est très mal partagée, et surtout qui trahissent systématiquement les aspirations de leur peuple, tant sur le plan social d'ailleurs que moral et idéologique, c'est-à-dire par une soumission systématiquement à l'entité sioniste, etc. Cette population qui souffre et qui est très jeune se révolte de plus en plus. Et cette révolte, disons, populaire et classe moyenne est assez encourageante parce que ça pourrait être les prémices à ce qui pourrait se passer demain en France, par exemple. Et moi, je trouve que dans l'idée d'un combat d'émancipation des peuples européens contre les mêmes puissances qui nous dominent, c'est-à-dire la puissance américaine, l'oligarchie néolibérale mondiale et plus la puissance sioniste, finalement, ces révoltes du Maghreb sont bien plus un facteur d'espoir que les simagrées de l'extrême droite, des extrêmes droites européennes, libérales et sionistes, qui sont en train qui sont, à mon avis, des pseudos ou des mauvais populismes. Donc en fait, finalement, l'espoir, c'est beaucoup plus les peuples du Maghreb, pour donner l'exemple de ce qui pourrait se passer demain en France et en Europe, que la montée des extrêmes droites sécessionnistes belges, atlanto-sionistes libérales hollandaises, etc. Donc moi, en tant que patriote français du côté du peuple, je me dis que finalement, l'exemple, le combat d'émancipation nous est plutôt montré par la jeunesse et les classes moyennes et les peuples du Maghreb. Ce qui me réjouit tout à fait, compte tenu de mes positions passées et présentes. Voilà. Et les médias font vraiment un parallèle entre le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin et ces dites révolutions. Est-ce que vous pensez que ces révolutions vont se propager dans le monde musulman, dans les autres pays musulmans ? On a une situation à peu près identique dans tous ces pays-là, c'est-à-dire qu'on a une énorme crise sociale, une richesse très mal partagée, des élites compradors totalement illégitimes et traîtres à leur peuple, et une démographie très forte, c'est-à-dire une jeunesse. La jeunesse est quand même plus courageuse finalement que les anciens. Donc on a ce cas de figure qui peut effectivement se répéter, se propager. Alors pour l'Algérie, c'est plus difficile parce que le pouvoir en Algérie, les généraux, c'est-à-dire l'armée, ont également le pouvoir économique, tiennent le gaz, le pétrole, etc. Et il sera beaucoup plus dur pour le peuple algérien, malheureusement, de déloger sa junte militaire qu'ailleurs. Mais il n'est pas exclu que ça chauffe aussi en Algérie. En Libye, c'est compliqué aussi. Au Yémen, au Soudan, Jordanie. Enfin voilà, en ce moment, ça grince un peu partout dans les pays, on va dire, arabo-musulmans, et plus particulièrement les pays du Maghreb. Et on voit qu'à chaque fois, c'est quand même globalement des peuples qui se révoltent contre leurs élites compradors et vendus à ce que j'appelle l'empire dans mon prochain bouquin, c'est-à-dire la puissance néo-capitaliste américano-sioniste. Donc c'est plutôt un bon signe, il n'y a pas de raison que ça s'arrête comme ça, et on peut imaginer finalement que ces gens-là nous donnent l'exemple et que ça puisse se propager à la France. N'oublions pas ce qui s'est passé en Grèce il n'y a pas très longtemps. Tout ça finalement c'est le nouvel ordre mondial, la violence et la cruauté du nouvel ordre mondial qui pousse les peuples à la colère. Et finalement, face à cette violence du nouvel ordre mondial, tous les peuples sont solidaires des deux côtés de la Méditerranée. Et finalement, cette violence de l'oligarchie mondialiste, américano-néocapitaliste et sioniste, nous rapproche tous. Et là-dessus, il faut qu'on revoie un peu nos analyses européano-identitaires qui me paraissent assez fausses. Voilà. Pour les gens qui m'ont vu à la télé, comme je passe pas très souvent, je crois que ça fait 1 an que je n'étais pas passé, je suis passé la dernière fois chez TADI. Alors il y a eu une polémique sur le fait que soi-disant je m'étais mal tenu parce qu'effectivement j'ai pas joué le jeu du salon mondain et du salon de thé. Et comme je l'ai expliqué à certaines personnes, moi quand je vais à la banque, j'ai pas de compte en banque, j'y vais pour braquer la banque. Donc je suis pas poli avec le guichetier. J'ai fait chez TADI un braquage, j'ai aucune raison de respecter les gens qui étaient là, qui sont tous, à part de Benoît, qui sont tous des vendus, des vendus au pouvoir, d'ailleurs vendus au sens littéral du terme, puisqu'ils sont tous payés par l'État et payés par la puissance oligarchique, soit parce qu'ils sont au CNRS, soit parce qu'ils sont fonctionnaires, Fac Léonard de Vinci, Beaubourg, IRCAM, enfin voilà, j'étais face à une coalition d'agents impériaux qui n'étaient là que pour mentir, et qui m'ont très vite manqué de respect. Alors comme je n'aime pas qu'on me manque de respect, en plus de les avoir mis minables à l'émission, notamment sur la Tunisie où j'avais parfaitement raison, et puis sur tout le reste où finalement ils ont été comme des poissons sortis hors de l'eau, je ferai remarquer simplement que si je mets de côté les deux idiotes, il y avait l'idiote de gauche et l'idiote de droite, en gros
Clémentine Autain qui n'avait rien à dire parce que elle est d'une naïveté qui confine à la bêtise, et elle était complètement larguée de A à Z, donc à la limite elle, je ne lui en veux pas. Marc Westman, lui c'est un Sayanim qui fait partie de la bande à BHL, je n'en veux pas non plus, il a sorti sa petite phrase, le protocole des sages de Sion, je lui ai proposé le point Godwin là, de Hitler, il s'est tu tout de suite parce qu'il n'avait rien à dire, mais par contre j'ai pas du tout apprécié que le Maffesoli à ma gauche là, avec son nœud papillon et sa Légion d'honneur, se permette de prétendre qu'il allait faire monter le niveau après que j'ai parlé, alors qu'il faut rappeler que ce monsieur est dans la post-modernité, c'est-à-dire c'est du sous-sous Umberto Eco, c'est zéro, sociologiquement c'est une merde, et que surtout de son poste au CNRS, c'est-à-dire de fonctionnaire d'État, sans doute maçon, ça doit pouvoir se vérifier, on a des photos de lui avec Alain Bauer et avec sa petite Légion d'honneur, c'est-à-dire un agent intégral de l'État, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas prétendre être un penseur indépendant et qui en plus n'a jamais rien produit d'intéressant. Je rappelle que ce monsieur Essel qui voulait ce monsieur Mefessoli ou Mafessoli, je sais pas comment ça s'écrit, mais enfin il y a Fessoli dedans, qui a prétendu faire monter le niveau et parler latin. Je pense en plus qu'il doit avoir un niveau en latin à peu près égal au mien. C'est celui qui, en tant que patron que grand Manitou au CNRS, a validé la thèse d'astrologie d'Elisabeth Tessier. Donc je dis bien à regard caméra, Mefessoli, t'es un bouffon, t'es pas un penseur, c'est zéro avec ton petit nœud papillon et ta petite Légion d'honneur. Je pense pas qu'en 40 tu serais allé rejoindre De Gaulle à la nage à Londres. T'as plutôt la tête à aller directement à Vichy, tu vois. Donc ce type-là n'avait aucune leçon à me donner, ni de crédibilité, ni de sérieux, ni de pensée. Hein. J'écris des livres dans lesquels il y a du contenu, vous allez pouvoir vous en rendre compte encore avec le prochain qui sort. Mais Fessoli, c'est de la merde. Quant à l'autre qui incarnait un autre réseau, qui était Monsieur Stigler, qui a dit aussi que je me déconsidérais. Je rappelle que ce guignol qui écrit à peu près la même chose que moi, mais de manière totalement absconse et sans jamais aller jusqu'au bout des analyses, puisqu'il montre le néo-capitalisme mondialisé, mais il ne dit jamais qui c'est. Hein, les concepts ne sont pas automoteurs, ce ne sont pas des anges avec des petites ailes. Il y a derrière des gens qui le mettent en branle, des Bernanke, des Madoff, des Blankstein, des Morgan, etc., etc. Enfin, je veux dire, ce mec-là ne fait pas le boulot. Je rappelle que ce monsieur qui prétend que je me suis déconsidéré a fait quand même 5 ans de prison pour braquage de banque. Hein, et j'aimerais savoir comment, en n'étant même pas musicien, il a fini patron de l'IRCAM, qui est un fromage de réseau intégral, et qu'aujourd'hui il est sous-chef à Beaubourg. Donc les deux guignols, là, je le répète bien, Stigler et Mefessoli, n'avaient strictement aucune leçon à me donner. Ce sont deux agents impériaux. Hein, ce sont des gens qui déshonorent la profession de clerc, hein, dont Banda disait déjà à l'époque, quand il parlait de la trahison des clercs, qu'ils avaient déjà déshonoré leur fonction. Hein, et j'étais là, moi, pour sauver l'honneur de la pensée, de l'intelligence et de l'indépendance française. Et ces gens-là n'avaient absolument pas à me manquer de respect. Et quelque part, j'ai été très généreux avec eux, en ne les traitant pas plus mal que ça. Voilà, hein. Et par ailleurs, je fais remarquer que Tadei m'invite en gros une fois par an. Il m'invite d'ailleurs chaque fois que c'est pour parler du Front National, comme si j'étais là que pour ça, alors que je peux parler d'art contemporain, je peux parler de sociologie, j'ai écrit 2 bouquins sur les vêtements et la mode, j'ai fait les beaux-arts, j'ai tenu une galerie d'art, j'ai été critique d'art, je suis instructeur de boxe, apnéiste, enfin je veux dire, je peux parler de tas de sujets, et l'astuce de Tadei, c'est de ne m'inviter que comme type qui est passé 1 an au Front National, pour essayer d'ailleurs d'y faire des choses totalement cohérentes, que par exemple j'ai été 7 ans au Parti communiste, c'est oublié, que j'ai travaillé avec Jean Gernali à l'IDO International, c'est jamais mentionné, que j'anime une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, effectivement c'est pas mentionné. Donc voilà, je dis, dans tout ce petit cirque qui consiste effectivement à sortir l'ours Soral pour essayer de le montrer comme un voyou ou un espèce de monstre, je fais bien remarquer que ce soir-là, à part de Benoît qui me paraît un peu fatigué et qui n'a pas dit grand-chose, il y avait un seul intellectuel respectable et digne et qui produisait de la pensée. Ce soir-là, c'était moi. Voilà, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà, c'est pour clore le sujet. Et d'ailleurs, je pense que sur la durée, une fois l'émotion passée, c'est ce qui reste. Il suffit que les gens re-regardent je crois que la vidéo sur Dailymotion a passé les 45 000 revisionnages. Une fois que le côté un peu brut de décoffrage est passé, les gens écoutent ce que j'ai dit, mes arguments, mes analyses, et verront que les autres ne disaient rien, ou disaient la même chose que moi, en moins bien et en allant moins loin, et qu'ils se permettaient en plus de ricaner comme une bande de petits capots, de petits collabos du régime, parce qu'effectivement je représente une certaine indépendance d'esprit, une certaine liberté, un certain courage et une certaine légitimité, notamment sur le sujet qui était le peuple.
Voilà, je ne parlais pas du peuple, je parlais en tant que membre du peuple. Voilà. Donc cette petite parenthèse close, voilà, sur Mefessoli et Stigler, voilà, que les internautes se renseignent sur le CV de ces gens-là, sur leur crédibilité, sur quels sont les fromages et les réseaux qui les ont amenés là où ils sont, qu'est-ce qu'il y a dans leur œuvre, voilà. Et je dis, c'est zéro, voilà. Hein. Mais je veux dire, on n'est plus à la rigolade. Je veux dire, je vois pas pourquoi je jouerais le jeu du salon mondain d'intellectuels, comme si on était à la cour de Louis XVI, alors qu'il y a des gens qui sont mis au chômage tous les jours, une crise qui s'aggrave, et ces gens-là qui étaient autour de moi ne font que trahir, mentir et tricher et accompagner le régime de A à Z. Hein. Il n'y en a aucun qui est dans l'opposition, aucun qui est du côté du peuple, aucun qui défend le peuple. Ils sont tous nourris par le gouvernement, il ne faut pas oublier. Hein. Tous. Il suffit de regarder. CNRS, Beaubourg, IRCAM, Fac Léonard de Vinci, ce sont tous des salariés du système. Donc je les emmerde. Voilà. Stéphane Hessel, qui est donc l'auteur du best-seller Indignez-vous, s'est fait récemment virer de Normal Sup. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Oui, alors il y a plusieurs affaires. Il y a eu, dans la même semaine, Hessel qui s'est fait virer de Normal Sup parce que, bien que juif, il critique, je crois, dans son dernier petit livre, de façon très brutale, l'entité sioniste, hein, et l'évolution d'Israël. Donc là, ça nous met face à effectivement du lobby communautaire qui se permet d'annuler des conférences, de faire virer des gens, alors que c'est un type qui a un CV en béton armé. Hein. Bon, moi, j'ai pas une passion pour ce monsieur, mais je veux dire, il a toutes les médailles qu'il faut de résistant, etc. Et normalement, il est intouchable. Hein. Et ben, ils l'ont fait annuler sa conférence. Juste derrière, très maladroitement, on apprend que la SNCF, 60 ans après, fait repentance parce qu'elle aurait véhiculé des déportés juifs. Elle a véhiculé d'ailleurs tout le reste, hein, des communistes, des apatrides, etc. Mais il se trouve que ça, c'est le problème. Hein. Le goy, lui, on peut le véhiculer tant qu'on veut. Donc je ne vois pas très bien pourquoi la SNCF se repent 65 ans après. Parce que dans la foulée, on peut demander aussi à Michelin de se rependre parce qu'il y avait les pneus sur les camions. Et puis après, on peut aussi penser l'apothéose qui serait la repentance de Gaz de France. Là aussi, pourquoi pas. Et puis surtout, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a un moment où la SNCF est en grave déficit et on a un grave problème de déséquilibre budgétaire des services publics qui sont liquidés. On sait très bien que derrière ces repentances qui sont extorquées par des lobbies communautaires harcelants, derrière, après, il y a les avocats qui se mettent en branle pour demander les réparations. Donc j'aimerais bien que le peuple français, les citoyens français soient très vigilants pour voir que derrière cette repentance absurde, stupide, mais qui pourrait au moins ne rien coûter, il n'y ait pas derrière une entreprise de raquettes pour récupérer du pognon, surtout récupérer du pognon pour des gens qui ne sont pas les gens qui, à la limite, pourraient avoir des raisons de le récupérer. Quoique déjà, c'est absurde, parce que moi, ma famille a été ruinée par la guerre, j'ai jamais rien touché. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi le goy n'aurait pas le droit de toucher, lui, quand il a été victime de la guerre. Hein. Mais surtout, j'aimerais bien qu'on voit derrière s'il n'y a pas encore des espèces d'organisations d'avocats, machin, qui essayent de tirer du pognon. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ces repentances, il y a toujours derrière, c'est comme le deuxième effet qui se coule, il y a raquette. Et j'aimerais bien qu'on ne découvre pas qu'en ce moment, une communauté toute puissante, incarnée par une bourgeoisie, qui n'a rien à voir avec cette histoire-là, essaye en plus de se remplir les poches pour ne jamais en plus redistribuer le pognon, peut-être aux quelques personnes, à la limite, dont on aurait pu se réjouir que finalement ça leur aille. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, à travers les travaux notamment de Finkelstein, qu'il existe par exemple en Israël des survivants de l'hitlérisme qui vivent pratiquement comme des clodos, et que tout l'argent qui est extorqué aux pays occidentaux, notamment encore aujourd'hui à l'Allemagne, etc., vont finalement sur des comptes spéculatifs du lobby sioniste à New York. Hein, il faut le savoir, tout ça. Donc ça fait Hessel qui se fait virer, la SNCF qui se repent, et puis derrière, la cerise sur le gâteau, monsieur... Ce sont des regrets et la repentance, il y a une différence entre les deux. Il est fils de parents célèbres, chasseurs de nazis, traîne une réputation de playboy et travaille habituellement comme avocat. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Je pense qu'il est important de ne pas être seulement spectateur de son destin, mais aussi acteur. Pour son service militaire. Le père Klarsfeld, marié avec une hystérique fille d'officier supérieur de la Wehrmacht, enfin des espèces de bizarres, de familles bizarres comme ça, le père, la mère et le fils. Il faut les voir, quoi. Décide qu'on commémorera pas Céline, quoi. Voilà. Et immédiatement, Frédéric Mitterrand, notre ministre
pédophile, double national tunisien, terrorisé par le lobby qui n'existe pas, mais terrorisé quand même, hein, c'est ça qui est marrant, de voir tous ces gens terrorisés par un lobby qui n'existe pas, retire Céline. À la limite que Céline soit retirée de commémoration officielle, à la limite, quand on est un Célinien, on peut plutôt s'en réjouir, ça veut dire qu'il n'est encore pas récupérable. Donc c'est pas très grave. Mais ce qui est insupportable, c'est ces trois faits qui s'enchaînent, et qui font dire notamment à Zemmour et à Finkielkraut qui est vraiment le champion de la double éthique, c'est les gens vont finir par croire qu'il y a un lobby. Les gens vont pas finir par le croire, ils vont finir par le voir. Il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi. C'est quoi c'est la définition objective d'un lobby? Quand des instances communautaires font la pluie et le beau temps dans un pays, exigent et obtiennent systématiquement des ministres du gouvernement, parce que je vous signale que quand on enregistre, c'est demain, il y a le dîner du CRIF demain, où le président de la République va se prosterner en personne avec tous les ministres et tous les corps constitués de la République pour recevoir la leçon d'un type qui représente 0,01% de la population et où tout le monde va aller se prosterner et manger cachère. Je veux dire, voilà, on va pas finir par croire qu'il y a un lobby, on va finir par le voir. Et après, il va falloir se poser la question de la constitutionnalité de ce lobby. Il va commencer. Est-ce que la République française existe encore? Est-ce qu'il y a encore des lois républicaines? Je vois qu'en ce moment on s'énerve sur l'islam, etc. Voilà, il y a peut-être des antécédents, voilà, en termes de lobby communautaire, confessionnel et qui imposent leurs lois à la République de A à Z, qui exigent prosternation. Il va falloir se poser la question de plus en plus sérieusement, tous ensemble d'ailleurs. Parce que comme je l'ai déjà fait remarquer, l'immense majorité des juifs, je crois que c'est 5 juifs sur 6, n'ont rien à voir avec ces instances communautaires qui les représentent très mal. Hein.